On ne peut pas réformer l'éducation nationale sans les enseignants. C'est sur cette citation de Lionel Jospin que je vous dis bonjour. Mesdames et messieurs, bienvenue sur votre émission La Transversale, qui reçoit pour vous Monsieur Serge Mouyete, coach scolaire et acteur politique. À la faveur des 62 ans d'indépendance de notre pays, il passera au crypte le système éducatif béninois. Analyse, réforme et perspective. Et sur le deuxième palier, il se prononcera sur l'actualité sociopolitique avec le réajustement des voiles au niveau de son parti politique, l'Union progressiste. Mesdames et messieurs, à nouveau bonjour, nous revenons juste après ceci. Berceau des libéraux, la sérénité au quotidien. J'ai un pédiatre à ma disposition. Je peux voir et parler au téléphone avec papa et maman. Ces vaillants justiciers. Pyjamas, car la nuit on poursuit les petits bandits. J'ai pas vraiment eu. Pyjamas. Contact 00229 99 71 02 09 00229 51 51 77 69. Berceau des libéraux, un cadre d'éveil et d'épanouissement pour les enfants. Mesdames et messieurs, nous sommes de retour sur ce plateau. Comme je vous l'annonçais, nous recevons pour vous ce matin monsieur Serge Mouyete, coach scolaire, acteur politique, membre fondateur du parti Union progressiste. Il sera là pour nous parler du repositionnement du professeur Fifame Joseph Diogbenou à la tête de ce parti politique. Il se penchera sur le système éducatif béninois. Il nous dira ce qu'il en est, un bilan sommaire de ces 62 ans d'indépendance sur le plan éducation. Il fera des analyses, il fera un bilan, il fera des projections, des perspectives pour le mieux-être de notre système éducatif. Mesdames et messieurs, merci de rester connectés avec nous. Serge Mouyete, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Et comment vous allez? Je me porte à merveille. D'accord, Serge Mouyete, je l'ai présenté sommairement, coach scolaire. Beaucoup ne savent pas forcément ce qu'il en est. Jeune acteur politique, membre fondateur de l'Union progressiste. Serge Mouyete, on peut mieux vous connaître? Merci monsieur le journaliste. On m'appelle Serge Mouyete comme vous l'avez déjà dit. Je suis enseignant. Je suis coach scolaire. Je suis acteur politique dans la commune d'Abomey-Calavi. Ah, la 6e circonscription électorale. Bien sûr. D'accord. Nous allons rentrer dans le vif du sujet. Monsieur Serge Mouyete, vous allez nous dire quel est le bilan que vous faites. Nous sommes à quelques jours de la célébration de notre accession à la souveraineté nationale et internationale, les 62 ans d'indépendance de notre pays, le Bénin, c'est une fierté, mais aujourd'hui, quand on prend du recul, quel est le bilan que vous mettez en place, vous positionnez par rapport à ces 62 ans d'indépendance? Est-ce qu'aujourd'hui, le système éducatif tel qu'il est, vous plaît? Le système éducatif béninois a toujours été très performant. Si nous partons de l'école coloniale, depuis le Dahomey, voilà, jusqu'à l'école nouvelle, avec le général Mathieu bien sûr, voilà, en passant à l'école à l'ère de la démocratie, ouais. Franchement, notre État, le Bénin, a eu un système très performant. N'en déplaise, il y a eu des moments de turbulence, il y a eu des moments difficiles, mais chaque chef d'État, à leur niveau, à chaque étape, on essayait de donner le meilleur d'eux. D'ailleurs, si vous vous rappelez, on avait seulement le ministère de l'Éducation. Mais pour très bien. Voilà. Donc pour rendre performant ce système, on a dû casser ce ministère en trois ministères. À savoir le ministère des enseignements primaires, le ministère des enseignements secondaires et de la formation professionnelle et le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. C'est ceci qui a encore rendu plus performant notre système éducatif. Aujourd'hui, nous sommes en train de constater que les résultats des différents examens nous permettent de dire qu'un travail a été fait. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que ces 2-3 dernières années, surtout au bac, nous avons eu de très bons résultats. Cela note des réformes qui ont été engagées par le chef de l'État, Patrice Talon. Des réformes sur tous les plans dans le secteur
de l'éducation. Par exemple, aujourd'hui, vous savez qu'il n'y a plus de mouvement de grève dans les écoles. C'est un acquis. Et c'est pour le bonheur des apprenants. C'est pour le bonheur des apprenants. Ça permet donc de garder les enfants à l'école durant les 9 mois des cours. Et c'est ça qui donne aujourd'hui ces résultats que nous observons au CEP, au BPC et au bac. Au niveau de l'enseignement primaire, le personnel d'encadrement est très pointu. Je vais parler des CP et des inspecteurs qui aussi ont reçu une très bonne formation et chaque année, de façon périodique, il y a de nouveaux inspecteurs qui viennent pour le système d'encadrement. Au collège, c'est pareil. En 2020-2021, on a eu en moyenne 50 inspecteurs qui sont encore reversés dans le système éducatif du secondaire. Est-ce que ce serait pas peu? Mais ça a complété le vide qu'il y avait. D'accord. Ça a complété. Et des efforts se font encore. D'accord. Dans ce sens, nous obtenons donc de très bons résultats de nos jours. Je voulais aller au niveau de l'enseignement primaire, où si vous observez les résultats que nous avons depuis quelques années, nous avons de très bons résultats. Est-ce que ce n'est pas l'arbre qui cache la forêt? Non, pas du tout. Pas du tout, parce que quand on prend les enfants à partir de la 6e, on sent qu'il y a eu vraiment un travail qui a été fait à la base au cours primaire. Honnêtement, que ce soit en mathématiques, en français et j'en passe, les enfants ont un niveau très acceptable au secondaire. Donc je voudrais passer pour remercier franchement tous les enseignants. Tous les acteurs. Les enseignants du primaire. Les parents aussi. Oui, que nous sommes. Les enseignants du primaire. Voilà. Qui chaque jour s'échinent à préparer les fiches, à donner le mail, à corriger à corriger les cahiers avec des effectifs des fois pléthoriques. Oui. Franchement, je leur tire un coup de chapeau. Venant à l'enseignement secondaire, ce que moi j'ai beaucoup apprécié, c'est la plateforme EducMaster. C'est la plateforme. Moi, j'ai toujours entendu parler de cette plateforme, j'en sais pas grand chose. Est-ce que en 1, 2, 3 mouvements, vous pouvez nous dire à quoi ça sert cette plateforme éducation? Très bien. La plateforme EducMaster. EducMaster, voilà. EducMaster, oui, permet aujourd'hui de connaître le nombre d'enseignants dans le privé et dans le public et leur positionnement dans les écoles. On connaît exactement tous les enseignants parce qu'ils sont tous inscrits dans la plateforme. Tous les élèves. Même ceux du privé aussi? Tout le monde est inscrit dans la plateforme. Ah, d'accord. Au niveau des élèves, tous les élèves sont inscrits également dans la plateforme. Aujourd'hui, il n'y a pas de transfert d'une école A vers une école B sans prendre par la plateforme. Depuis le primaire? Non, bien seulement au secondaire. C'est beaucoup plus au secondaire. Au secondaire, c'est beaucoup plus au secondaire. D'accord. Il n'y a pas à passer d'un collège à l'autre sans prendre par la plateforme. Tout est suivi par la plateforme. Ça permet de suivre les enseignants. Ça permet de suivre le mouvement des élèves. Ça permet d'éviter qu'on ne saute de classe aux apprenants. Et comme ça se faisait avant. Comme ça se faisait avant. Ça permet également de permettre à ce que tous les enseignants puissent participer aux travaux de fin d'année. Je vais parler des surveillances, des corrections et j'en passe. Parce qu'avant, il y avait vraiment un peu de flou où certains étaient privilégiés, d'autres ne pouvaient pas y aller. Mais aujourd'hui, c'est directement au niveau de la plateforme qu'on positionne les surveillants de salle pour les examens, les correcteurs et tout se fait de façon très organisée. C'est ce qui explique l'organisation avec brio de ces différents examens. Voilà. Donc c'est un peu ça. Si je m'en vais au niveau de l'enseignement supérieur, au niveau de l'office du bac, franchement, je voulais tirer un chapeau. Un coup de chapeau à Alphonse Da Silva. Da Silva. Il fait un travail merveilleux. C'est ça. Il fait un travail merveilleux. Depuis quelques années. Depuis quelques années. Oui. Les résultats sortent à temps. Voyez-vous. Sans contestation. Voyez-vous. Est-ce qu'il y a 10 ans en arrière, est-ce qu'on peut aller au bac et avoir les résultats en si peu de temps? En si peu de temps. Et je voulais dire que c'est la numérisation du système qui permet donc cette dynamique, cette efficacité, cette harmonie que nous trouvons aujourd'hui au niveau du système
éducatif. D'accord. Parce que tout est numérisé aujourd'hui. D'accord. Et ça permet d'aller très vite et bien. D'accord, monsieur Serge Mouyetter, vous êtes un acteur du système éducatif, vous êtes enseignant. Et lorsqu'un enseignant se met à dire toutes ces choses, on a la chair de poule de croire que le système éducatif béninois se porte bien. Hier, quartier latin de l'Afrique, il y a beaucoup aujourd'hui qui veulent venir chez nous étudier parce que le système est rigoureux, on veut. Mais dites-moi, la main sur le cœur, monsieur Serge Mouyetter, est-ce que tout est si rose que cela? Dites-moi, de façon franche. Ok, je suis d'accord que des efforts doivent être encore faits. Des efforts en ce sens où aujourd'hui, les enseignants, autant que nous sommes, nous avons besoin de plus de formation. C'est ça. Nous avons besoin de faire des formations continues. Ce n'est pas que cela ne se fait pas, mais nous en voulons davantage. Surtout les enseignants des écoles privées ont besoin d'être aussi formés autant que ceux du public. Ça, c'est très important. Après la formation, il faut un suivi plus rigoureux des écoles privées, comme ça se fait déjà dans le public. Ça. Je pense que si tout cela est fait, je pense qu'on peut dire que notre système éducatif est vraiment performant. La main sur le cœur. La main sur Je le peux cœur. vous rassurer. Que le système éducatif Vraiment est performant. performant. Vraiment Vous performant. le dites. Franchement, Et vous l'affirmez. je l'affirme. On le concède alors et c'est à l'honneur du Bénin qui produit quand même des cadres de renom depuis les indépendances. Beaucoup ont pensé que ça y est, le système est à terre, mais vous venez de nous rassurer. Nous qui sommes parents d'élèves, que le système est encore performant. Mais quand on rentre dans les réformes de ce système, vous l'avez dit, il y a encore des choses à faire. Dites-moi, quand on prend le primaire aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez qu'on puisse faire pour donner encore plus d'allant à ce système éducatif? Au niveau des cours primaires, ce que moi je pense, c'est qu'on puisse avoir plus d'écoles primaires publiques. Oui. Le fait pour désengorger, parce qu'il n'est pas rare de trouver certains élèves d'écoles où on sent que l'effectif est un peu pléthorique. Ça, je le dis. Surtout dans les zones reculées. Dans certaines zones reculées. Reculées, oui. Donc, je pense que le gouvernement fait l'effort de recruter les enseignants, mais on en demande davantage. On demande davantage qu'il y ait de construction d'écoles. C'est vrai que dans le PAG2, il y a un programme spécial pour construire de nouvelles écoles pour les cours primaires et les cours secondaires. Je pense que si tout ça là est mis en œuvre d'ici 5-10 ans, franchement, notre système éducatif sera encore plus performant. Mais, personnellement, par rapport au CEP, c'est le cas d'études primaires. par rapport au CEP, personnellement, ce que je dis n'engage que moi. Je pense que... Non, cela n'engage pas que vous êtes un acteur du système éducatif. Et lorsque vous faites des analyses, je crois que ceux qui doivent entendre, l'écouter et mettre cela en pratique devraient pouvoir se saisir de ces opinions-là. Et puisque tout ce que nous sommes en train de dire ici, ce n'est pas pour détruire une chapelle. Voilà. Donc je voulais dire que l'effort que les enseignants, l'État, tout le monde a fait, et aujourd'hui, notre école primaire est tellement performant avec ces bons résultats qui varient souvent de 80 jusqu'à 90% au CEP. Je pense que l'examen du CEP ne devrait plus être une obligation. Ah bon? Ah oui. Parce que c'est un quand examen. même, c'est quand même un diplôme. C'est un diplôme. Mais c'est un examen qui d'abord donne du stress aux parents et aux apprenants qui y vont. Ça, c'est vrai. Ça donne beaucoup de stress. Ouais. L'État engage beaucoup de fonds dans ces examens. Oui. Et aujourd'hui, je ne crois plus qu'il y a des concours où on doit avoir le CEP pour participer. Ah non, même pour être simple chauffeur personnel pour quelqu'un, on exige le BPC aujourd'hui. Hein. Voilà. C'est important. Voilà. Donc, Donc, parce qu'on se dit il faut que la personne soit d'une façon ou d'une autre lettrée, comprenne français, arrive à manipuler un certain nombre de documents. Voilà. Donc c'est le BPC. Voilà. Voilà. Donc, on peut faire seulement l'entrée en 6e. Ah, ok. Et ça permet à l'État de prendre ses ressources, de prendre ses fonds pour investir ailleurs, pour rendre encore le système plus performant. Mais comment est-ce qu'on peut s'assurer du niveau de l'enfant si il passe pas par le crypte, par exemple, de l'examen du CEP? Si un enfant Oui. a suivi les cours régulièrement du début jusqu'à la fin de l'année,
Et vu les résultats que nous avons donnés depuis plusieurs années, qui se perpétuent chaque année, environ 90%, en moyenne. 90%. Oui. Ça veut dire que les enfants que nous avons aujourd'hui, les anciens, ça veut dire que le système permet d'avoir des enfants de qualité qui peuvent faire le secondaire. Oui. Donc moi je pense que, en tout cas, ce que je dis, ce n'est pas à faire du jour au lendemain. Je pense que les différents acteurs, les inspecteurs, les autorités à divers niveaux puissent commencer par réfléchir dans ce sens pour que les années à venir, on puisse aller dans ce sens et laisser passer le CEP pour le bonheur des apprenants. Oui, ce que vous êtes en train de proposer, est-ce que d'autres pays l'ont déjà fait? Oui, il y a beaucoup de pays qui l'ont fait. Dites-le nous. Par exemple, la France, il y a la le France, CEP. qui est notre mère Il y a patrie. certains pays africains aussi Oui. qui ne passent plus le CEP. C'est ça. Oui, oui. Et donc, on peut déjà implémenter cela pour On voir peut. et quel résultat cela va donner. On peut l'essayer. On Si peut l'essayer. les acteurs se penchent dessus, font les études, font les analyses et voient la pertinence, on peut aller dans ce sens. J'espère que quand le ministère de l'enseignement, des enseignements maternels et primaires demandera à ce que vous soyez inclus dans ce projet, parce que vous êtes porteur de ce projet, pour pouvoir l'implémenter, j'espère que vous serez à la disposition de votre pays pour pouvoir réformer. C'est vrai que Si le devoir vous appelle. je peux donner un coup de main, mais je pense qu'il y a des personnes plus habilitées qui savent de quoi je parle, qui sont capables de le faire. Trop d'humilité de M. Serge Rouilletet, voilà, on le comprend. Lorsque nous laissons le CEP et que nous passons peut-être au secondaire, qu'est-ce que vous pensez qu'on puisse faire là à ce niveau pour donner encore un peu plus de poids à ce système éducatif? Oui, au niveau du secondaire, je pense que je l'ai déjà dit sur d'autres plateaux, le plus important aujourd'hui, c'est de pouvoir orienter les apprenants à partir du nouveau BEPC. Parce que vous savez, les apprenants et les parents d'élèves ne savent pas qu'aujourd'hui, nous disposons d'un enseignement technique de qualité. Ils ne savent pas que nous avons plusieurs filières dans les enseignements techniques qui permettent aux enfants d'avoir un niveau acceptable dans la pratique des métiers pour qu'on ne parle plus de chômage. Nous avons plusieurs lycées publics et privés dans le pays qui forment dans divers domaines. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on puisse pouvoir aider les différents candidats qui ont passé le BEPC, qui sont aujourd'hui détenteurs de BEPC, qui doivent aller au second cycle. On doit pouvoir leur expliquer qu'aujourd'hui, notre pays a besoin de la main-d'œuvre qualifiée. Nous avons besoin des ouvriers qualifiés dans divers domaines. Donc il est bien, il serait souhaitable que nous puissions inciter les apprenants à s'inscrire dans les écoles d'agriculture, par exemple, dans les écoles de BTP, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui le Bénin est un chantier et nous manquons, je vous dis bien, qu'on manque d'ouvriers qualifiés. Et surtout le projet de la zone franche de Glodjibé. Ah oui, c'est Voilà. le centre commercial où la zone industrielle a besoin quand même de main-d'œuvre. De main-d'œuvre. Voilà. Si vous allez aussi à Wedo, Oui. où on fait les logements sociaux, Oui. mais c'est terrible. C'est terrible. On a besoin d'ouvriers spécialisés. Et il y a plein de projets qui viennent encore. Donc je pense que les jeunes doivent aller dans les secteurs porteurs d'avenir, tels que je le disais, dans les métiers du bâtiment, dans les métiers d'hôtellerie et de restauration et du tourisme. Dans les arts aussi. Dans les arts. Oui. Dans les arts, bien sûr, parce que il y a aujourd'hui au Bénin au moins une école d'art qui forme en graphisme, en art textile, qui forme dans les métiers de son. On parle de musique assistée par ordinateur, qui forme dans le piano, qui forme dans la guitare, ça, oui. tout ça. Parce que nous n'avons pas encore de conservatoire au Bénin. Donc, on doit pouvoir aider les enfants à se faire inscrire dans ces écoles pour que nous puissions avoir de la matière. Notre pays, qu'est-ce que nous pouvons vendre? On peut vendre les arts, La culture. la culture. Les enfants, on peut les former en sculpture, en danse, les danses ancestrales. Il y a beaucoup de choses. Dans la musique traditionnelle, il y a beaucoup d'opportunités dans les écoles d'art aujourd'hui. Et je pense que le gouvernement a pris la mesure des choses et a engagé depuis quelques années les classes culturelles. C'est un acquis. Ça, je félicite vraiment les autorités qui ont pris cette décision, qu'on puisse commencer par, pour qu'on puisse reprendre encore l'enseignement des arts dans les écoles. Dans les écoles.
Et comme cela se faisait au temps Au beau temps. de l'école nouvelle avec les coopératives Voilà, scolaires. voilà. Et c'est là nous avions appris beaucoup de choses. Voilà. Hein. Comment faire le jardin, par exemple. Très bien. Comment jouer au basket. Comment faire telle ou telle chose. Voilà. Merci beaucoup, M. Serge Mouyeté. Je ne sais pas si sur le palais de l'enseignement supérieur, vous avez quelque chose à dire. Oui, sur le palais de l'enseignement supérieur, Très, très ce rapidement. que j'ai à dire spécialement, c'est la manière dont on choisit les enfants aujourd'hui pour les écoles et les facultés. Franchement, sur ce point, je voulais tirer un coup de chapeau au gouvernement. Il n'y a plus de trucs là. Non, tout est clair. De dessous de table. Il n'y a rien. plus ces choses-là, parce qu'il n'y a plus de concours. Mhm. Quand tu vas au bac, Oui. par rapport à tes résultats du bac, par rapport à la spécialité que tu aurais choisie, parce que les enfants choisissent d'abord, je pense, 3 filières avant de composer le bac. Et il y a un système informatique qui permet, par rapport à tes moyennes, à tes notes dans les matières, par rapport à ta spécialité, de te choisir directement si tu es éligible. C'est ça. Et c'est automatique. Ça permet de ne plus avoir de frustration où on dit tel enfant est tellement brillant, il a eu 16 au bac et qu'il n'a pas eu le concours. Aujourd'hui, c'est un système automatique, informatisé, qui permet de faire le tri et le choix des apprenants. Ça permet que même l'enfant de pauvre, de Dangbo, de Tchoumi, de Kouyogbe, Nagasa Godomé, peut aller à l'université et faire une école et bénéficier de la bourse, de l'accompagnement de l'État. Donc voilà, ça, ce sont des acquis. Donc beaucoup de choses ont été faites au niveau de l'enseignement supérieur, mais je ne veux que citer cela. D'accord. Rapidement, un condensé. Aujourd'hui, le système éducatif béninois n'est pas aussi mauvais que ça. Et il faudra repenser juste quelques segments de ce système-là pour que nous puissions reprendre ou redorer le blason de ce système éducatif qui, entre-temps, a reçu quelques coups, comme vous l'avez dit. Serge Mouyeté, vous n'êtes pas que coach scolaire. Je suis sûr que vous aurez encore d'autres plateaux pour vous étendre sur la question du système éducatif, puisque c'est ce que vous maîtrisez le plus. Mais il ne faudra pas oublier aussi que vous êtes un acteur politique. Vous êtes membre fondateur d'un des plus grands partis politiques du Bénin, l'Union progressiste, qui aujourd'hui est dirigée par le professeur Joseph Fifame Djogbenou, parce que j'insiste toujours sur le Fifame, parce qu'il adore qu'on l'appelle aussi comme ça. Précédemment, président de la Cour constitutionnelle, il a démissionné tout récemment. Il est repositionné au niveau de la tête du parti, dont vous êtes membre fondateur. Vous qui êtes un acteur politique, qu'est-ce que ça vous fait de retrouver un leader parti entre-temps sur d'autres fronts, revenir à la maison pour donner un peu plus de ferveur? Merci, cher journaliste. Je pense que le choix du professeur Fifame Joseph Djogbenou est une chance pour l'Union progressiste. Ah bon? C'est une opportunité que nous avons saisie, je vous dis, très rapidement. Parce que, comme vous le savez, il est rare, très rare, de voir quelqu'un décider de quitter ce confort, le confort qu'il avait, et de laisser ce confort, de revenir dans l'arène politique et de dire qu'il se met au service de son parti politique. Je lui tire un chapeau, un coup de chapeau. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Je pense que nous, jeunes de l'Union progressiste, les femmes, les ouvriers, les artisans, tout la composante de l'Union progressiste, nous devons rester ensemble pour soutenir le professeur Djogbenou dans cette mission noble et difficile. Parce que c'est un défi, c'est un challenge. Nous sommes à quelques mois d'une élection de taille et on lui confie ce parti qui, grâce au patriarche Amoussou Bruno, a fait de très bons scores dans les dernières élections. Donc c'est un défi pour le professeur Djogbenou. C'est un grand défi pour lui. Et je sais que c'est quelqu'un qui saura compter sur vous autres, qui dispose d'abord de l'énergie nécessaire. C'est quelqu'un qui sait se mettre au service des autres. C'est quelqu'un qui sait vendre ses capacités intellectuelles, politiques, managériales aussi. Je pense qu'il ne sera pas des moindres.
il est à la hauteur de la tâche que nous lui avons confiée. Parce que c'est les acteurs politiques, c'est les acteurs de l'Union progressiste, c'est nous acteurs qui avons opéré ce choix. Et je pense que ce choix est un des meilleurs choix. Je ne dis pas que c'est le professeur Djobeni seul qui mérite d'être là à ce poste, mais je vous dis que c'est l'un des meilleurs choix que nous avons pu opérer. Et je pense que nous avons besoin de l'accompagner. Mais je vais revenir en arrière pour féliciter le patriarche, le président Amoussou Bruno, pour les efforts qu'il a fait pour notre parti depuis la création de ce parti jusqu'à aujourd'hui. Je voulais aussi féliciter tous ceux qui l'entourent. Ouais, Maître Abraham Zizoro, le président Djikola Olé, Mathieu Nago, et j'en passe. Oui. Franchement, ils ont donné le meilleur pour positionner l'Union progressiste comme le plus grand parti du Bénin. Je pense que par rapport à ça, nous jeunes leaders UP, nous leur sommes très reconnaissants. Ils ont passé la main à la jeunesse. Et je pense que la jeunesse ne va pas les décevoir. Ils sont toujours là. Ils sont toujours là. Et il va toujours. On aurait appris qu'ils seront redéployés dans d'autres systèmes pour pouvoir continuer le combat politique. Très bien. Voilà. Donc ils seront toujours là à nous coacher, à nous aider, à nous suivre. Quand on va mal faire, ils vont nous dire attention, c'est pas comme ça on fait, à nous guider. Je pense que le choix porté sur le professeur Djobeni est un très bon choix pour la jeunesse. Parce que dans moins de 6 mois, nous allons aux élections législatives. Voilà, les élections législatives de janvier 2023, nous y sommes pratiquement sur ce plateau déjà. Et je voudrais rentrer dans le couvent de l'Union progressiste. Je sais que vous n'êtes pas souvent bavard, vous qui êtes de ce parti, comme au Bloc républicain aussi, on veut garder les stratégies. Mais dites-moi, monsieur Serge Mouyete, de vous à moi, nous sommes des amis. Dites-moi, quelle sera la stratégie de l'Union progressiste pour toujours rafler la mise en 2023? Merci. Vous allez me le dire. Merci, monsieur le journaliste. Oui. Vous savez, nous avons... D'abord, nous sommes le parti le mieux organisé au Bénin. Vous le dites. Vous le savez. Vous le dites. C'est le parti le mieux Moi, je ne suis pas de l'Union progressiste. Très bien, mais vu nos résultats... Oui, voilà. Ok, vu les résultats, oui. On sait que nous sommes le parti le mieux organisé. D'accord. Nous sommes un parti, tel que vous l'avez dit, nous ne bavardons pas beaucoup, mais nous agissons sur le terrain. Aujourd'hui, vous allez pouvoir constater que au niveau de nos QG, il y a déjà beaucoup de concertations, beaucoup de réunions, beaucoup de préparations, beaucoup d'organisations au niveau des femmes, au niveau des artisans, au niveau des jeunes. Donc je pense que on se prépare activement pour aller à ces élections et remporter mieux que les élections passées. Parce que oui, nous devons avoir la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Et c'est à ça que nous travaillons. D'accord. Et donc, on devra pouvoir compter avec l'Union progressiste les prochains jours pour les élections législatives. Juste que vous ne nous avez pas dit réellement de quoi sera fait votre cheval de bataille. Vous aurez préféré garder le secret. C'est un couvent. C'est un couvent. Mais je ne suis pas initié pour rentrer. Nous allons revenir sur vos plateaux et vous en parler davantage. Oui, mais on aurait appris que je voudrais m'appuyer sur Dame Rumeur. Le professeur Djobeni est positionné. Il semblerait, je le mets comme ça au conditionnel, qu'il y a un courant de dissidents au niveau de l'Union progressiste. Je voudrais, par votre voix, dissiper cette information ou confirmer l'information qu'il y a des dissidents, puisque vous êtes un membre fondateur. Pas du Bloc républicain, de l'Union progressiste. Vous savez, c'est des frères, c'est des jumeaux, c'est des siamois. Donc, Bloc républicain et Union progressiste, on mélange un peu les pédales. Non, au niveau de l'Union progressiste, j'aurais appris qu'il y a une vague de dissidents. Est-ce que c'est vrai? Bon, je n'ai pas votre information. D'accord. C'est l'information inverse que moi j'ai. Ok. D'ailleurs, le samedi, moi, dans mon fief, nous accueillons plus d'une cinquantaine de leaders d'autres partis qui veulent faire leur adhésion à l'Union progressiste. Ah bon? Et tous les jours... Donnez-nous la mèche, quels sont ces partis?
C'est toujours le secret. Non, c'est les jeunes Ok, qui sont dans d'autres Qui sont partis, dans des qui ont mouvements, décidé oui, de des nous alliances. accompagner, Ok. de venir à l'Union progressiste, vu notre engagement, vu notre organisation, vu la manière dont nous travaillons, vu qu'ils savent déjà que c'est nous qui allons gagner les prochaines élections. Ils veulent vite faire pour rentrer dans la cadence. Et donc, mesdames et messieurs, vous avez compris, quand on écoute M. Serge Rouilletin, membre fondateur de l'Union progressiste, il n'y a pas de dissidence au niveau de ce parti politique. Les rangs sont encore très bien serrés. Très serrés. Pour que, au soir des élections en janvier 2023, ce parti puisse rafler la mise pour les élections législatives. Et puisque vous nous parlez de fief, M. Serge Rouilletin, vous êtes dans la 6e circonscription électorale. Oui, je suis dans la 6e. Abomey-Calavi est bien dedans. Nous sommes déjà dans le subsidiaire. Dites-nous, comment trouvez-vous aujourd'hui la commune d'Abomey-Calavi à l'heure du développement, à l'heure du mérite, à l'heure du repositionnement des paramètres, des paradigmes pour le développement? Aujourd'hui, vous êtes un acteur influent. Dites-moi, Monsieur Serge Rouilletin, comment entrevoyez-vous le développement de Calavi avec tout ce qui se met en place aujourd'hui? Merci, monsieur le journaliste. Je pense que notre commune, la commune d'Abomey-Calavi, qui est l'une des plus grandes communes du Bénin. L'une des plus grandes communes d'ailleurs du Bénin, avec à sa tête le maire Angelo Evariste Arrondinou, avec les adjointes au maire, Madame Cora François Thérèse et Madame Dan Christelle. Je vous assure que ce sont des gens bien, qui font un travail remarquable. Franchement. Est-ce que ça, c'est pas trop de fleurs? Franchement, si vous pouvez savoir les efforts qui sont consentis chaque jour pour le bonheur de la population d'Abomey-Calavi, vous ne pouvez pas savoir. Vous savez que avant, on se plaignait des voies qui sont cabossées, qui sont très mal faites. Ah oui. Mais vous savez qu'aujourd'hui, avec les efforts du maire, même si on n'a pas eu la chance d'avoir le projet d'asphaltage dans toutes nos rues, mais chaque fois, le maire envoie des engins pour redresser les voies. Ah oui, là, sur cet aspect, je donne ma caution parce qu'il y a un endroit spécialement qui, moi, m'écoeure chaque fois quand je dois quitter, puisque je suis à Calavi comme vous, le pont avant retourné. Vous avez vu le bas-fond qui est sur la chaussée. Aujourd'hui, quand vous êtes à moto, vous passez normalement. Au niveau de Carrefour Togudo, ça a pris un coup d'affaissement. J'ose croire que le maire va envoyer encore. Sinon, là aussi, ça a été replâtré. Et puis, on entend les gens dire, ça c'est bien. Donc, sur cet aspect, au moins, je suis d'accord. Voilà. Donc, le maire et son conseil communal est à l'écoute de la population. C'est cela. Je vous dis que le maire reçoit tous les usagers, toute la population, n'importe qui que tu es. Quand tu veux rencontrer le maire, tu le rencontres et tu poses ton problème. Mais malheureusement, moi, mon audience n'a jamais été acceptée jusque-là avec monsieur le maire. J'espère que ce plateau, il nous entendra et qu'il nous donnera l'occasion de le rencontrer très proche. Mais il y a l'autre aspect aussi, pour apporter un peu de l'eau à votre moulin, la sécurité à Calavi. Calavi était une zone criminogène. Aujourd'hui, nous qui sommes les habitants de Calavi, nous circulons à toute heure de la journée et de la nuit sans être inquiétés. Ça aussi, c'est un aspect. Maintenant, M. Serge Rouilletin, dites-moi, qu'est-ce qui n'a pas marché? Parce que quand même, il y a certainement des choses encore à faire. Dans la commune d'Abomey-Calavi, je pense qu'il y a encore à faire. Voilà. Il y a encore à faire. Voilà. Mais je n'ai pas fini de dire ce qui a marché. Ok, d'accord. Parce que nous avons bénéficié de beaucoup de projets de l'État central. Ça, je tiens à le dire et je vais profiter pour remercier le chef de l'État. Parce que c'est à Abomey-Calavi qu'on a mis les logements sociaux, plus de 2000 logements sociaux qui sont en train d'être construits. À Ouedo, principalement. À Ouedo, principalement. Il y a les bâtiments administratifs qui sont en train qui ont commencé à Toba, où il y a tout là. Il y a l'hôpital de référence qui est aussi dans la commune d'Abomey-Calavi. Il y a la zone franche de Gros-Dibé qui est dans la commune d'Abomey-Calavi. Donc nous avons bénéficié tellement d'infrastructures où aujourd'hui Abomey-Calavi est en train de connaître un développement sans précédent. Le maire de la commune d'Abomey-Calavi veille au jour le jour
à la satisfaction des besoins de la population. Vous allez constater que beaucoup de rues qui n'étaient pas éclairées avant ont commencé par être éclairées. C'est l'actif du maire de la commune d'Abomey-Calavi. Il y a beaucoup d'efforts que le maire fait chaque jour pour le bonheur de nous qui sommes ses citoyens. Pour en revenir à ce qui n'a pas marché, je pense que il n'y a pas de bateau magique pour que on puisse tout régler le même jour, immédiatement. Nous sommes très contents, nous sommes ravis, nous sommes très heureux de l'effort que nos autorités font. Je voulais passer quand même pour saluer aussi les différents chefs d'arrondissement qui dans leur arrondissement font l'effort, et en particulier dans mon arrondissement avec le CA Bayon-Pierre qui fait de son mieux pour l'émergence de l'arrondissement de Tomba. J'espère que toutes ces structures vont passer dans notre direction commerciale, parce que là, c'est un peu de la communication aussi. Voilà, bon, c'est de bonne guerre. Hein, mesdames et messieurs, vous avez compris, nous sommes à la fin de cette émission. Nous avons reçu pour vous sur ce plateau de la transversale M. Serge Omouyete. Il est coach scolaire, mais aussi jeune acteur politique, membre fondateur de l'Union progressiste. Il était sur ce plateau pour faire un peu le bilan de ce système éducatif depuis les indépendances jusqu'à nos jours. Il a fait son analyse, il a posé les réformes, le diagnostic, il a fait aussi, il a donné des perspectives pour que cette éducation se porte encore mieux. Dans son champ politique, il a essayé aussi de nous convaincre de ce qu'il n'y a aucun dissident au niveau du parti, l'Union progressiste, et à encourager ceux-là qui aujourd'hui ont les rênes de ce parti politique à continuer l'œuvre entamée par le patriarche Bruno Amoussou et toute son équipe, M. Abraham Zizdokoui, Mathurin Nago, et puis le professeur Idjikola Ole aussi, j'y arrive. Voilà. Mesdames et messieurs, vous avez compris, nous sommes à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Prenez soin de vous. Demain reste notre jour. À bientôt.